plans d'action pour les contenir, les mitiger, les résoudre, les lever. Alors, OBEIA projet. OBEIA projet, vous avez, alors là, vous avez plusieurs panneaux de plusieurs OBEIA. Donc, ce qu'il faut retenir dans une OBEIA projet, en l'occurrence, là, c'est une OBEIA projet de développement. On va lister les différentes dimensions de la performance, Q, C, V, P, donc qualité, coût, délai, prestations. Pour chacune de ces dimensions de la performance, on va suivre un certain nombre d'indicateurs. Si l'indicateur est à l'objectif, la lettre sera verte. Si l'indicateur n'est pas à l'objectif, la lettre sera rouge. Si la lettre est rouge, il y a besoin d'une action, une réaction. Donc, cette partie-là, c'est le suivi de la performance du projet. Donc, ça force à définir des indicateurs de performance, QCDP, du projet. Donc, ça force à répondre à la douloureuse question, comment on va savoir si le projet est un succès? Qui est le client, que veut le client et comment ce sera un succès aux yeux du client, interne ou externe. Ici, vous avez plus de l'animation des équipes associées à ça. Vous avez des smileys pour symboliser la satisfaction du client. Quand le projet a un client externe, ça peut être très important. Vous avez pilotage, top flop, et puis vous avez un certain nombre d'animations d'équipe. Ici, vous avez le planning fil rouge avec le pilotage de l'avancement des livrables et de la robustesse de ces livrables. Et puis ici, vous avez un indicateur prestation. Donc ce qu'il faut retenir dans l'OBEIA projet, c'est qu'on suit la performance, et puis on peut être amené à suivre, à mettre sous contrôle un certain nombre d'éléments qui peuvent être d'ailleurs spécifiques à la phase du projet. C'est-à-dire que cette OBEIA, à la limite, ce layout-là ne va pas trop changer, mais les indicateurs au cours des phases du projet peuvent changer. Et par contre, il y a d'autres parties, alors peut-être pas la satisfaction client, peut-être pas top flop, mais il y a d'autres parties de l'OBEIA projet qui, elles, vont être plus spécifiques à la phase. La finalité de tout ça, c'est quoi? C'est visualiser la performance du projet, fédérer les équipes autour d'un objectif commun, et les faire travailler toutes les semaines devant ce tableau pour améliorer. Visualiser les points critiques à mettre sous contrôle, donc ça force le patron de projet à lister quels sont les points critiques que je dois mettre sous contrôle. Ça augmente la coordination et la transparence, puisque toute l'équipe projet devant ce tableau, ou la réactivité, ou l'agilité, ou modestement, et puis ça permet aussi d'animer la sortie des livrables. On va le voir sur le slide suivant. Bonjour. Alors ici, on est dans un projet de construction. Donc, 95% de ce que j'ai dit avant existe également. Donc, on retrouve le suivi des indicateurs de performance ici. Alors, de même qu'ici, il y a peut-être une ou deux nouveautés par rapport au projet précédent, mais qui s'appliquent aussi dans le projet précédent. Ici, vous avez l'animation des décisions. D'accord? Là, finalement, on liste qu'est-ce qui doit être décidé et on s'assure que les décisions qui doivent être prises à temps le sont. Alors, pourquoi faire? Pour éviter de mettre tout le projet en retard et d'impacter le chemin critique. Donc, l'animation des décisions dans le projet peut faire l'objet d'un petit management visuel avec des post-it, S-2, S-1, S0, S+1, S+2. Et ici, vous avez non plus le fil rouge comme tout à l'heure, non, ici, pardon, non plus le fil rouge comme tout à l'heure, mais la focalisation du planning projet sur la fenêtre S-4, S+2 ou 3. Donc finalement, plutôt que d'écrire le grand planning projet avec le fil rouge, ici, on va reprendre les éléments du projet qui doivent sortir entre maintenant et entre S-4 et S, et faire en sorte que ces points-là soient sous contrôle. Animer la production des livrables à 4 semaines. Alors, de même que vous avez des OBEIA projets, vous avez des OBEIA métiers. Donc les OBEIA métiers, leur but, et je vais passer très vite puisque Jean-Paul va y revenir, le but des OBEIA métiers, c'est de piloter la contribution des métiers dans les projets. Donc ça veut dire piloter la satisfaction de leurs clients internes projet,
piloter leur contribution au sein du projet, donc leur livrable. Piloter l'animation du retour d'expérience. Et puis piloter l'amélioration des compétences, puisque un métier, sa principale rôle quand même, c'est de fournir des experts, des gens compétents pour le projet. Donc souvent le sujet pilotage des compétences peut avoir un intérêt. Alors, les checklists et standards pour capitaliser et améliorer la performance projet. Là aussi, donc, dans un projet, et même dans tout processus tertiaire, à un moment on se dit ah ouais mais il y a ça qui ne va pas, si on avait su avant, on n'aurait pas fait comme ça, mais on ne se pose pas forcément la question de ce qu'il faudrait faire. Donc, les checklists et standards sont un moyen très important pour capitaliser l'expérience des projets et faire en sorte que le prochain projet soit encore meilleur que l'autre. Ça ne remet pas en cause la compétence métier des gens. Par contre, quand vous n'avez pas de checklist, c'est très très dur de se rappeler de tout ce qu'il faut faire, même avec que des polytechniciens, des énarques ou des présidents de la République au poste, ça ne marche pas. Hein? Donc parce qu'on ne peut pas avoir tout dans la tête, donc la checklist, là par exemple vous avez une checklist programme de points de livrables à produire pour cette phase du projet. Ces livrables ne sont pas là par hasard, ils sont le fruit de l'expérience des précédents projets. Ici, vous avez la checklist d'un projet de formation. Là, c'est une checklist interne chez nous. Vous avez l'ensemble des points nécessaires pour préparer une formation pour que ça se passe bien. On a capitalisé. Au début, on n'avait pas ça. Puis, le fait de l'avoir, maintenant, ça nous permet de savoir ce qu'il faut faire sans effort. Et puis, on continue de l'améliorer. Ici, vous avez des checklists du monde du bâtiment, du contrat. Hors du jour d'une réunion de lancement. Liste de pièces marchées. Ici, vous avez une checklist de démarrage projet. Finalement, quand on démarre un projet, c'est toujours un peu la même chose. Il faut présenter l'objectif, il faut présenter la démarche, il faut présenter... C'est une checklist interne à chez nous pour... quelque part, savoir ce qu'il faut préparer et dire dans une réunion de lancement de projet. Ça peut être complètement standardisable. Et puis parfois, alors qu'on est un métier d'affaires, on est un métier de projet avec des clients tous différents, des projets tous différents, mais il y a des constantes. Donc après, il ne faut mettre là-dedans que les constantes, et puis s'il y a des variantes, il y a des variantes. Voilà. Donc, voilà. Alors, dans un projet, il y a souvent des problèmes. Dans un projet, il y a souvent des problèmes, et donc la résolution de problèmes structurés peut aider à faire en sorte que ces problèmes soient éliminés efficacement dans le projet en cours, mais aussi faire en sorte que on apprenne de nos erreurs. Moi, j'ai beaucoup appris au contact de Toyota. Et un jour, j'en ai croisé plein dans ma vie. Et puis, il y en a un jour qui me dit « Mais, M. Olivard, qu'est-ce que vous avez appris de vos erreurs ?» On dit « Comment vous faites en sorte que les erreurs passées ne soient pas reconduites dans le futur ?» Voilà, donc la résolution de problème, ou tout au moins la dernière étape de résolution de problème, qui est plutôt sur la capitalisation, peut aider. Donc après, il y a plusieurs outils pour résoudre des problèmes. Il y a ce qu'on appelle le Practical Problem Solving ou QRQC, premier et deuxième niveau, avec des outils simples ici, des outils un petit peu plus compliqués, Factor Tree Analysis là, mais peu importe. Vous avez le 8D, qui est intéressant dans son esprit, parce que les premiers D sont vraiment sur la sécurisation et les derniers sont sur les leçons apprises. Qu'est-ce que vous apprenez? Qu'est-ce que l'organisation apprend? Qu'est-ce qu'on intègre dans la checklist dans le processus pour que la prochaine, ça soit mieux? Donc la philosophie du 8D, quel que soit l'outil qu'on utilise, est intéressante pour ça. Et puis enfin le A3, bien connu, qui peut être intéressant, lui, pour la résolution de problèmes un peu complexes, c'est décomposer le problème complexe en problème simple. Toute la partie gauche
2 à 3. Alors le retour d'expérience, la capitalisation. Pour moi, c'est un gros sujet dans les projets. Parce que les organisations sont importantes, parce que ce ne sont pas les mêmes qui font le projet, qui feront le prochain projet. Souvent, on oublie complètement ce point-là. C'est-à-dire, je me souviens, j'ai travaillé 6 ans chez Forestia, je me souviens, on reconduisait dans l'atelier des solutions de conception dont on avait montré qu'elles étaient mauvaises, mais on continuait. Parce qu'il n'y avait pas eu ce retour à la conception. Il n'y avait pas eu ce retour d'expérience. Et pour moi, le retour d'expérience, bon, quel que soit le processus, peu importe, mais pour moi, le retour d'expérience, c'est apprendre des erreurs passées et réinjecter dans le processus projet, dans les checklists, les points qui ont pu poser problème dans le passé. Bon, je vais vous donner un ou deux petits exemples. En tant que société de conseil, on a aussi tout un pan de notre activité qui est commercial. Et un jour, on contacte un grand du monde du transport ferroviaire, on est en contact longtemps, on commence presque à travailler la mission, etc. On fait 8 offres commerciales pour ce client, ça a l'air bien parti, etc. Tout le monde se frotte les mains. Et puis patatras, au dernier moment, on est désolé, mais vous n'êtes pas au panel. Ah oui, c'est ballot de s'en apercevoir à ce moment-là. Parce que là, on a beaucoup investi en temps. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Comme on a les checklists commerciales, le premier truc que l'on vérifie maintenant, c'est est-ce que le fait de ne pas être au panel ou d'être au panel peut être un souci. Voilà. C'est tout bête, mais... Bon, je passe rapidement. La gestion des compétences est aussi pour moi un levier dans le monde des projets. Alors plus les projets sont compliqués et techniques, et plus la gestion des compétences est un sujet. Dans le monde des projets se plaint souvent de la compétence des équipiers du projet, en disant on n'a pas, j'ai plusieurs exemples en tête, mais on n'a pas les bonnes compétences pour le bon projet. Donc le sujet, c'est déjà de définir ces compétences et puis de définir une gradation. Ensuite, le sujet, c'est de monter un plan de développement des compétences, de les évaluer et puis de boucler quelque part. Donc cette démarche de définition et d'évaluation des compétences n'est pas souvent mise en œuvre dans les projets, je dois dire. Voilà. Alors, une dernière page sur les résultats. Donc, quand on met en œuvre ces outils-là dans les projets, il n'est pas rare qu'avec la PDVSM, on trouve des opportunités. Donc ça va être éviter les redondances, éviter la réinvention des livrables, travailler en mode collaboratif, travailler en mode projet. Donc c'était le deuxième des leviers. Non-respect, deadline, non-livraison du projet à temps, ça c'est l'animation collaborative, obéir à projet, planning, fil rouge. Les coûts en neurones, ça c'est la non-réinvention des livrables, c'est éviter les validations de validation, c'est travailler sur un seul livrable très en amont, etc. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est que dans le monde des projets, comme dans le monde de l'industrie ou du tertiaire, le Lean apporte des résultats à 2 chiffres, sur toutes les dimensions. Qualité, expérience client, coût, délai. Et en plus, ces techniques-là, ces outils-là, quelque part permettent de faire mieux la prochaine fois. Donc on installe en même temps une dynamique d'amélioration continue. Mais ne nous trompons pas, cette dynamique d'amélioration continue ne s'installe que si les managers la pilotent. Donc que si les managers, quelque part, sont convaincus que c'est important de la piloter. On a un certain nombre de nos clients qui n'ont pas forcément envie ou saisi l'importance de la capitalisation, qui n'ont pas forcément envie ou saisi l'importance du respect d'un processus dans un projet. Et bien, quels que soient les outils, quels que soient les experts, internes, externes, consultants, ils échoueront. Donc il y a un sujet là qui est du domaine de la culture
du mode de management. On a un client qui fait des, quand bien même ils font des revues de validation des livrables, le chef de projet rend copie blanche sur la revue de validation des livrables. Ben, s'il ne se passe rien derrière, ben, on continue comme avant. Voilà. Donc il y a un sujet aussi complètement managérial derrière ces outils, comme toujours avec le Lean. Voilà. On arrive au terme de cette présentation. Je propose, est-ce que vous avez des questions? Je passe la main à Jean-Paul. Philippe, pardon, Philippe.